Merci, Madame la députée. Maintenant, nous allons procéder au deuxième débat de fin de séance. Donc, Madame la députée de Darcy-McGee, je vous cède la parole pour une durée de 5 minutes. Merci, Madame la Présidente. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'itinérance, un sujet qu'on aborde souvent parce que, clairement, c'est un enjeu qui est présent partout et qui n'arrête pas d'augmenter, mais on va mettre l'emphase aujourd'hui sur la situation à Montréal. Parce qu'on a appris aujourd'hui, par exemple, qu'en 2024, la STM a expulsé 12 124 personnes, soit 2 000 personnes de plus que l'année précédente. Quand on parle à la STM puis on parle de la situation de l'itinérance, ils nous disent que le métro est rendu le plus grand refuge à Montréal et on ne peut pas être l'unité de débordement en matière d'itinérance. Il y a quelques semaines, il y avait l'enjeu de 2 jeunes personnes qui, depuis 2 ans, habitaient dans les métros de Montréal, qui étaient connus par les CIS et les CIUS. Et aujourd'hui, on apprend que 12 000 personnes ont dû être expulsées dans la dernière année des différentes stations de métro. Les mesures entourant la gestion de l'itinérance à la STM coûtent environ 33 millions de dollars par année et le gouvernement s'est engagé à investir 24 millions sur les 2 prochaines années pour des refuges à chaleur à Montréal. Ce 33 millions de dollars que la STM doit dépenser par année serait mieux utilisé si on pouvait justement créer des refuges et des haltes chaleur, pas seulement à la période d'hiver, mais au courant de l'année, qui sont ouverts 24/7, 365 jours de l'année. Dans le même sens, en 2024, 3 urgences d'hôpitaux à Montréal, soit le CHUM, l'hôpital Notre-Dame et l'hôpital de Verdun, ont reçu 9 175 sans-abri durant l'année 2024. C'est une hausse de 43 % par rapport à l'année précédente. Nos urgences, nos hôpitaux sont déjà débordés. Le rôle n'est pas d'être un halte-chaleur ou un refuge pour les personnes sans abri qui prennent des lits, qui prennent des ressources qui pourraient aller pour des personnes qui ont des enjeux de santé. Au Palais des Congrès de Montréal, dans les 8 premiers mois de l'année de 2024, il y a eu 8 000 expulsions, soit plus de toute l'année 2022. Et en 2023, les expulsions étaient en hausse de 143 % au Palais des Congrès de Montréal. Clairement, les refuges, financement, les ressources que le gouvernement met en place pour la Ville de Montréal ne comblent pas le besoin. Parce que, à part les hôpitaux, à part les urgences, le palais de congrès, les stations de métro, on sait qu'il y a des gens, malheureusement, qui se retrouvent. Il y avait un enjeu à Longueuil, des gens qui se retrouvaient dans un passage piéton, qui vivaient là, manque de ressources, des gens qui habitent, qui s'hébergent entre 2 portes dans des immeubles, dans des centres d'achat, quoi que ce soit. Donc, clairement, le travail que le gouvernement est en train de faire ne répond pas aux besoins de presque 5 000 personnes qui sont en situation d'itinérance. Et même ce chiffre-là date de 2022 et on sait sur le terrain, on nous dit qu'il y a vraiment eu une explosion, pas seulement à Montréal, à travers la province, mais également à Montréal dans les dernières 2 années pour la présence de personnes qui sont sans abri. Également, on a parlé ce matin de l'argent qui est venu du fédéral suite à l'entente qui a été signée avec la province. Je comprends qu'enfin, l'argent a été débloqué au mois de décembre, mais ce qui a fait en sorte que ça a retardé des projets qui devaient être mis en place justement pour cet hiver, pour que des personnes ne se retrouvent pas dans un froid glacial quand il fait moins 25 dehors, à dormir dehors. Donc, il y a eu un retard qui a fait en sorte, un retard de la part du gouvernement, qui a fait en sorte que cet argent, le temps qu'il soit débloqué, bien, il y a plusieurs projets qui s'inscrivaient dans cet investissement-là, qui soit ne verront pas le jour cette année parce que l'argent est arrivé trop tard. Et un exemple de ça, c'est la mission Old Brewery, qui nous dit que le temps que les organismes sélectionnés soient informés et mettent en place les services, bien, l'hiver est presque terminé. Donc, c'est une question de planification, c'est une question de vraiment comprendre c'est qui les différents acteurs sur le terrain, c'est question de se parler et c'est question de se coordonner. Parce que quand on entend que des gens sont en train de faire des crimes violents, en train de poignarder des personnes uniquement pour qu'ils puissent se retrouver dans une prison parce qu'ils savent qu'ils vont être chauffés. Ça va être chauffé, ils vont avoir un toit, il va y avoir des ressources qui vont être là, qui vont leur être offertes, mais c'est pas là qu'on est supposé être rendu dans notre société en 2025. Nous sommes quand même une société qui est assez bien nantie et de savoir que des gens sont tellement désespérés qu'ils vont
commettre un crime contre un étranger juste pour se retrouver dans une prison, c'est vraiment, honnêtement, c'est crève-cœur. Donc, on demande une meilleure planification et une meilleure cohérence entre les différentes instances. Merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à céder la parole à Monsieur le ministre responsable des services sociaux. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Très heureux de venir vous parler aujourd'hui de notre planification en itinérance, qui vraiment fait partie d'un document essentiel qu'on a déposé en 2021 sur le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026. Il faut savoir d'où on est parti, Madame la Présidente. Il y a eu un premier plan d'action en itinérance en 2010 qui incluait un financement d'à peu près 8,4 millions de dollars récurrents dans ce premier plan-là. Il y avait plusieurs mesures ponctuelles, cependant, mais la base récurrente était à peu près de 8,5 millions de dollars. 2015-2020, le plan suivant a rehaussé le financement en itinérance de 4,8 millions de dollars, Madame la Présidente. Nous, on a déposé un plan costaud dans un contexte où, vu l'épisode de pandémie, on s'attendait à ce qu'il y ait des répercussions sur l'itinérance, avec un financement de 280 millions sur 5 ans, un peu plus que 45 millions de dollars. Donc, on a mis des principes fondamentaux là-dedans qui sont de développer une trajectoire en itinérance dans toutes les régions du Québec. J'insiste beaucoup sur toutes les régions du Québec parce qu'un des principes de base, c'est que c'est plus facile de se rétablir dans sa région et de réintégrer la société dans sa communauté. Auparavant, souvent, même sur la Rive-Sud, que vous connaissez bien, on envoyait soit les gens à Longueuil, soit à Montréal, plusieurs régions les envoyaient vers Québec. Et là, c'est très difficile parce que ces individus-là ne connaissent personne, ne connaissent pas les ressources, etc. Donc, moi, j'ai traversé tout le Québec à développer des ressources. Partout, les gens levaient la main. Je vais vous donner quelques exemples. La petite municipalité de Baie-Saint-Paul, 7300 habitants, nous ont demandé de l'aide en itinérance. On a créé une mini-maison avec eux pour que les gens puissent se rétablir et réintégrer la société là-bas. Dolbeau, population de 13 000 habitants, Madame la Présidente, ils étaient inquiets de la hausse de l'itinérance dans cette région-là. On a créé un refuge pour venir en aide à cette population-là. Il y a eu des situations un peu particulières comme Trois-Rivières, par exemple, où il y avait vraiment une hausse importante de l'itinérance. Eux, ils nous ont demandé d'ajouter 2 refuges à leur trajectoire. On a été au rendez-vous, Madame la Présidente. On a ajouté 2 refuges cette année et le maire de Trois-Rivières était extrêmement content. Gatineau, on connaît la situation à Gatineau, un autre endroit où l'itinérance a explosé. Ils sont venus avec un projet un peu différent où l'industrie privée est venue aider avec des tentes qu'ils ont installées, le projet Transition Québec. Encore une fois, notre gouvernement, avec la ministre de l'Habitation, ministre des Affaires municipales, on a été au rendez-vous et Transition Québec s'est développé. Donc, Madame la Présidente, le premier message, c'est que nous, on a développé des ressources en itinérance partout au Québec, des ressources qui sont ouvertes 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 12 mois par année, alors qu'avant, on parlait seulement de mesures hivernales. Maintenant, Montréal. Montréal, également, on a augmenté de beaucoup les ressources, Madame la Présidente. Cette année seulement, c'est 93 millions de dollars qui vont pour la Ville de Montréal, quand on combine notre plan d'action interministériel et l'initiative fédérale vers un chez-soi. On a doublé le nombre de refuges, on les a ouverts 24/7, et on a ajouté des ressources en logement de transition pour accompagner les gens et les aider à sortir de l'itinérance. Ce qu'il faut comprendre, puis quand on écoute les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, c'est ce qu'ils nous disent. Actuellement, il y a des gens qui sont dans les refuges, qui sont là depuis la pandémie, qui sont prêts à réintégrer un logement, mais qui ont besoin de ce soutien résidentiel, de cet accompagnement pour le faire. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de développer avec les municipalités et les organismes communautaires du logement supervisé. Et ça, on travaille beaucoup là-dessus. C'est ce que je disais pendant la période de questions. Moi, j'étais à l'église Sainte-Bibiane, où on a un projet potentiel de 40 logements, et j'accompagnais un organisme communautaire pour aider à sortir ce projet-là de terre, Madame la Présidente. Donc, très impliqué à ce niveau-là également. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'au dernier dénombrement, sur les presque 5000 personnes en situation d'itinérance, il y en avait 1000 qui étaient dans la rue. Les autres étaient dans des situations d'hébergement sans domicile fixe.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté plus de 1000 places en refuge à la Ville de Montréal. Puis on va continuer à en ajouter selon les besoins. Mais quand on sort quelqu'un de l'itinérance vers un logement supervisé, on libère une place de refuge et on rentre quelqu'un qui est dans la rue dans un refuge. Donc, d'une pierre, on a deux coups. Je pense que c'est l'initiative la plus performante, Madame la Présidente. C'est celle que je vais continuer d'appuyer. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Darcy-McGee pour son droit de réplique de 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Un des exemples que le ministre a cité, les 2 refuges qui ont été ouverts à Trois-Rivières, il a fallu que le maire de Trois-Rivières écrive une lettre ouverte adressée au ministre pour qu'il soit d'accord pour ouvrir les 2. Donc, on apprécie que, en fin de compte, ça a été fait, mais c'était pas... il y a du travail qui a été fait derrière ça par les élus municipaux. Le ministre nous parle du plan de lutte contre l'itinérance de 2021-2026. Nous sommes en 2025 et le visage de l'itinérance a énormément changé dans les dernières années suite à la pandémie, suite aux hausses de la coût de la vie et surtout aux crises du logement. Donc, les façons de faire et les solutions qui étaient en place en 2021 ne donnent pas les mêmes résultats aujourd'hui, où on voit de plus en plus des personnes qui travaillent en situation d'itinérance, des personnes avec des handicaps, avec des troubles du spectre de l'autisme, une déficience intellectuelle ou les personnes aînées. Donc, oui, le gouvernement investit, mais on ne voit pas nécessairement les résultats. Quand 17 de la population itinérante à Montréal a un travail, il faut se poser des questions. Parce que clairement, c'est une nouvelle situation. La situation a évolué et il faut amener des solutions pour répondre à ces réalités-là. Également, on sait qu'aujourd'hui, la première raison pour laquelle les gens se retrouvent en situation d'itinérance, c'est les expulsions et évictions d'appartements. Donc, il y a du travail de prévention qui peut se faire quand on voit qu'une personne vulnérable est sur le bord de perdre leur logement, parce qu'on sait que malheureusement, souvent, la prochaine étape, c'est qu'ils vont se retrouver dans la rue. Donc, on voit des investissements, mais on ne voit pas les résultats et on ne connaît pas la vision du gouvernement dans le contexte de 2025. Oui, à la fin de la journée, on veut évidemment que les gens se retrouvent avec un logement, mais il y a tellement de situations entre-temps qu'on voudrait une vision claire qui soit dite par le gouvernement. Merci. Merci, Madame la députée. Ceci met fin au débat de fin de séance. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, Madame la Présidente, je vous demande d'ajourner nos travaux au mardi 11 février 2025 à 13h40, s'il vous plaît. Est-ce que cette motion est adoptée? Adoptée. En conséquence, nous ajournons nos travaux au mardi 11 février 2025 à 13h40.